bienvenue là, à ce rendez-vous agri-urbain qui est organisé par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine ou AULAB de son surnom, qui est également présenté là, en collaboration avec le Centre de recherche en agriculture urbaine, le CERO de l'Université de Liège. Super contente de vous avoir parmi nous. Désolée pour les petits soucis techniques, Vraiment mais désolée. on y arrive. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'on ait suffisamment de temps pour entendre nos intervenants. Ceux qui viennent tout juste de se connecter, si vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Dans le fond, moi, mon nom, c'est Camille Huot. Je serai l'animatrice là, pour le rendez-vous aujourd'hui. Je travaille au laboratoire depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis coordonnatrice du programme Montréal Culteur. Pour ceux qui ne connaissent pas le laboratoire, on est une OBNL qui fait de la recherche, l'accompagnement, puis de l'intervention, ainsi que du transfert de connaissances en agriculture urbaine. On travaille sur la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine depuis plus de 12 ans maintenant. Donc, autant sur des sujets qui touchent plus le communautaire que l'agriculture urbaine commerciale, les politiques publiques pour favoriser le développement du secteur sur nos territoires, les services écosystémiques. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite là, à aller visiter notre site web au-lab.ca. Aujourd'hui, je veux surtout garder tout le temps qu'on a pour nos intervenants. Dans le fond, la thématique du rendez-vous, ça tournera beaucoup autour des modèles, des structures d'accompagnement qui sont inspirantes et qui soutiennent le développement des entreprises agricoles urbaines et périurbaines. On voit vraiment des initiatives qui émergent là, aux quatre coins du monde. Justement, aujourd'hui, on aura la chance d'avoir des présentations d'intervenants et d'intervenantes qui viennent de Montréal, qui viennent de Bruxelles, qui viennent de Chicago. Puis chacune va vous présenter leur modèle d'accompagnement, puis l'écosystème qui épaule ces projets à succès. Il y en a certains qui sont des incubateurs, il y en a d'autres qui sont des espaces tests, même des motels agricoles. Des fois, c'est un peu un mélange de tous ces modèles-là. Vous en saurez un petit peu plus dans les prochaines minutes. Concernant le déroulement de la séance, dans le fond, on a 4 intervenants et intervenantes qui vont s'adresser à vous à tour de rôle. Chacun et chacune a 15 minutes pour présenter leur organisation et leur projet. Il y a des intervenants et des intervenantes qui sont francophones. Il y en a d'autres qui sont anglophones. Donc, on les invite là, à s'exprimer dans la langue de votre choix. Il n'y aura pas de traduction en temps réel aujourd'hui, toutefois. Si, dans le fond, on réserve une période de questions à la fin des 4 présentations. Donc, vous êtes invités vraiment à poser vos questions dans le chat, soit en anglais, soit en français, selon la langue dans laquelle vous êtes la plus confortable. Il y a ma collègue Stéphanie Gendron qui va collecter vos questions. Elle a le libellé Éric Duchemin là, aujourd'hui, mais c'est elle qui collecte vos questions par le chat. Puis, elle va poser les questions à la fin pour vous, aux intervenants et intervenantes concernés. Si votre question concerne un intervenant en particulier, faites juste le mentionner dans votre question. Comme ça, on pourra leur adresser la question directement, considérant qu'on va attendre vraiment la fin des 4 présentations pour poser les questions. Juste pour dire que c'est ça, le webinaire est enregistré puis qui sera disponible sur Réécoute, sur le YouTube channel du Laboratoire sur l'agriculture urbaine dans les prochains jours. Fait que, dans le fond, moi, je veux laisser vraiment toute la place à nos intervenants. Fait qu'on va débuter. J'espère que vous allez être inspirés par ces initiatives structurantes là, pour le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine. On commence avec Jean-Philippe Vermette, qui est directeur intervention et politique publique au Laboratoire sur l'agriculture urbaine, ainsi que président de la centrale agricole. Je vais juste vous lire une petite biographie de Jean-Philippe pour vous le présenter et vous l'introduire. Donc, il est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM. Et puis, Jean-Philippe a participé activement à la création de nombreux groupes, comités et coalitions entre les murs de l'université comme à l'extérieur, en plus de siéger sur un nombre respectable d'instances administratives, d'ONG, de tables et de conseils. Les directeurs du marché solidaire Frontenac, de Rencontre Cuisine et du Carrefour alimentaire Centre-Sud, agriculteurs urbains de corps, d'esprit et de passion. Il s'intéresse à l'éthique environnementale, à l'institutionnalisation des enjeux environnementaux et à l'alimentation sous toutes ses formes.
Donc, Jean-Philippe, aujourd'hui, il nous présentera l'incubateur et la centrale agricole. Je te laisse la parole, Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Stéphanie, fais-moi un signe. Oui, bravo. Donc, habituellement, j'aime donner des interventions interactives, mais là, dû au nombre élevé de personnes sur Zoom, on va se garder une petite gêne sur l'interaction. J'aurais aimé ça un peu vous demander qui connaît la centrale agricole, mais puisqu'on est trop nombreux pour que je vois vos faces, lever vos mains puis avoir des réactions d'enthousiasme, je vais y aller avec une présentation un peu monologue, mais n'hésitez pas à poser des questions là, lors de la période des questions. Alors, la centrale agricole, coopérative de solidarité de producteurs urbains, on voit ici là, un immense vignoble là, sur Toit, qui est en fait le plus gros vignoble sur Toit. On avait juste besoin de 240 pieds de vigne pour atteindre cet objectif, qui est réalisé par Vigne en Ville, un de nos membres à la centrale agricole. Alors, comment c'est parti, ça, ce projet-là de centrale agricole? Est-ce que je suis capable de changer les slides? Non. OK. Est-ce que vous voyez les autres slides ou non? C'est tout le temps le vignoble, hein? C'est encore, encore la même. Oui, on va essayer une autre solution. On va y aller comme ça, en mode mitaine. Alors, regardez pas les slides qui s'en viennent, là, vous allez tous avoir les punchs. Alors, dans le fond, le laboratoire sur l'agriculture urbaine, on a mené une étude sur les défis des agriculteurs urbains pour avoir accès à des espaces de production. Une étude là, qui est disponible sur nos sites Internet, qui a été réalisée par Claudia Atomé et d'autres collaborateurs, où ce qu'on a identifié 4 grands regroupements d'enjeux, c'est-à-dire des enjeux physiques, d'avoir accès à des locaux, des toits, des terrains pour pratiquer l'agriculture à des prix également abordables, on peut s'en douter, des endroits qui sont adéquats, charges portantes et autres. Des questions foncières, c'est-à-dire est-ce que la réglementation le permet de mettre ces activités-là en place? Est-ce qu'il y a une fiscalité distincte ou non? Des enjeux financiers, c'est-à-dire tant en termes de démarrage d'entreprise, accès au capital, développement de la structure financière de l'organisation, ou des questions aussi de l'expertise, c'est-à-dire accompagnement agro, accompagnement aussi économique, savoir la littératie là, comptable. Alors, l'ensemble de ces enjeux-là ont été soulevés, puis là, on s'est dit, bon, mais quelle solution pourrait là, déverrouiller ces enjeux-là? Et on est tombé sur des exemples qui se faisaient un peu partout à travers le monde, dont des collègues qui sont présents aussi, d'incubateurs agricoles et de motels agricoles. Peut-être tout de suite un point de distinction entre les deux. Un motel agricole, dans le fond, c'est un endroit où on peut rester là aussi longtemps qu'on le souhaite, sans nécessairement avoir d'activité d'accompagnement dans ce motel-là. Tandis qu'un incubateur, souvent, il y a une durée de vie limitée de 1 à 3 ans où ce qu'on va fournir là, de l'accompagnement pour éventuellement qu'il y ait un établissement de l'entreprise à l'extérieur de l'incubateur. Nous, on a décidé de jumeler les deux. Le motel agricole qui se veut de l'établissement à perpétuité de fermiers, puis l'incubateur agricole qui, lui, dans le fond, aide à soutenir le démarrage de projets qui, on s'entend, les deux clientèles, démarrage d'entreprise et entreprise en croissance, ont des besoins différents au niveau de l'accompagnement. Alors, la centrale agricole, c'est quoi? C'est un motel agricole. C'est-à-dire qu'on peut signer des baux à la centrale agricole à long terme, en mode coopératif, parce que souvent, dans le fond, la plupart des projets de motel agricole, même d'incubateurs, sont gérés par une structure tierce. C'est-à-dire on a une MRC, un CLD, une SADC ou même un OBNL qui est créé pour gérer le projet de motel ou d'incubateur. Nous, dans le fond, il est géré par et pour la communauté. C'est-à-dire c'est une gouvernance qui est majoritairement issue des utilisateurs de ce motel-là et qui s'ajoute à cela des membres de soutien, dont nous, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine, on est un des membres de soutien. On offre l'accès à des espaces de production adaptés à prix abordable. C'est des baux 5 ans renouvelables 5 ans. Pourquoi ce terme-là? C'est parce que, dans le fond, au Québec, la financière agricole demande de signer des baux 5 ans pour avoir accès notamment à des programmes comme la prime à l'établissement.
On donne accès à des équipements et des espaces partagés. Ça, on va le voir tantôt, mais il y a différents équipements qu'un producteur agricole a besoin ou des transformateurs. Vous allez voir, on s'inscrit aussi dans la transformation et la distribution alimentaire, espace partagé, puis une mise en marché collective, c'est-à-dire on attaque le marché des consommateurs tous ensemble. Quelques partenaires, la Ville de Montréal en premier plan avec un partenaire stratégique 3 ans pour le soutien de la centrale. Desjardins, à travers le Fonds Grand Mouvement, qui a financé en grande partie les améliorations locatives nécessaires au développement du projet PME. Aussi bien un accompagnement à la centrale qu'à nos membres, puis la CDRQ qui a accompagné le processus de création de la coopérative de solidarité sans but lucratif. On est une coop de solidarité sans but lucratif, c'est-à-dire qu'on est assimilable d'un point de vue fiscal à ce que d'autres OBNL pourraient être. Alors, peut-être pour vous donner une idée, le mieux, c'est toujours de venir visiter la centrale. Mais sinon, je vous fais une espèce de visite virtuelle où ce que sur le toit, on a Vigne en ville avec les magnifiques vignes que vous avez vues tantôt et 200 bacs là, du laboratoire sur l'agriculture urbaine dans lesquels on fait de l'expérimentation. Au 3e étage, on a les ateliers Big Block, la CAPé qui regroupe les fermiers de famille, Champignons Maison, Cid Sauvageon, Coop Boomerang qui font de la transformation de drèche de bière en faisant de la farine. On a l'incubateur AULab. On va voir tantôt qu'est-ce que c'est que l'incubateur AULab. J'entends des gens qui n'ont peut-être pas le micro fermé. Je vous invite peut-être à fermer vos micros si jamais vous ne voulez pas me distraire. Ça serait apprécié. Merci. Marchion Civile qui fait de la distribution alimentaire. Terre Promise qui est une semencière. Tricycle, élevage d'insectes. Torréfaction Québec qui est un torréfacteur collectif. Au 2e étage, une expansion de champignons maison. Lieu commun qui est un vigneron. Au là, récupération de fruits et légumes invendus pour valorisation. Sucre urbaine qui fait des plantes intérieures. Et encore une fois, une expansion de tricycle. Puis au sol, on a des poissons, champignons maison et encore une fois, une expansion de tricycle. À quoi ressemblent les équipements collectifs qu'on a aux étages? On a un toit jardin expérimental sur le toit. Au 3e, une chambre congelée, une chambre froide collective, une cuisine laboratoire, salle de formation, espace de travail, salle de lavage, qui sont tous collectivisés. On a au 2e étage un atelier de valorisation des invendus, c'est-à-dire les invendus de l'ensemble de nos membres et des voisins, parce qu'on est au marché central, district central, en plein cœur du secteur de la distribution alimentaire à Montréal. Un kit de chargement au 1er, puis un composteur industriel au sol pour valoriser l'ensemble des déchets produits au sein de la centrale. Alors, voici, c'est l'ensemble de nos membres, puis dans chacun, là, dans le fond, des perspectives, quand un membre s'intègre à la dynamique de la centrale, c'est la création de synergies. Quelles sont les synergies entre nos membres pour faire en sorte que les déchets de l'un finissent à être une ressource pour l'autre, puis qu'on crée un bâtiment zéro déchet où ce que l'économie circulaire est à l'avant-plan. C'est-à-dire qu'on peut bien s'imaginer rapidement que certains résidus alimentaires sont prédigérés par des insectes, que le caca des insectes sert à fertiliser les plantes et que une autre partie de la protéine d'insectes permet de nourrir les poissons, les poissons font des déjections animales qui, elles, les fertilisent, sans le fertiliser, encore une fois, à un système hydroponique là, qui est à l'intérieur. C'est-à-dire des liens, il y en a plein à la centrale, puis c'est ça qui est super intéressant, c'est quand vous viendrez faire une visite, parce que je vous invite tous à venir à nos journées portes ouvertes quand la centrale va réouvrir si la condition sanitaire le permet. Mais c'est tous ces liens-là entre les différents, les différents membres là, présents à la centrale. Au sein de ce motel agricole-là, on a développé un incubateur pour permettre d'accompagner 4 entreprises en démarrage sur un parcours d'1 an où on donne un accès gratuit à un local de 500 pieds carrés à chacune de ces entreprises-là et à l'ensemble des services mutualisés de la centrale. On l'a vu ici, que ce soit accès au toit jardin expérimental, à la chambre congé, à la chambre froide, cuisine de transformation, salle de formation. L'idée de ça, c'est de permettre à des entreprises en démarrage particulièrement innovantes ou qui ont un modèle de viabilité qu'il faut qu'il soit testé pendant cette année-là, puissent intégrer ultimement le motel agricole. C'est-à-dire, on peut s'imaginer que les entreprises qui font partie de la cohorte de l'incubateur, après l'année, viennent coloniser là, le motel. Puis c'est le cas là, pour 3 des 4 entreprises qui ont fait partie de la cohorte de l'année dernière,
aujourd'hui, ils s'inscrivent là, comme membres réguliers du motel. C'est des entreprises qui ne sont peut-être pas assez matures pour intégrer immédiatement un motel agricole, au sens où ils ont besoin d'accompagnement, que ce soit au niveau du plan d'affaires, le soutien à l'innovation, la recherche de financement, l'accompagnement agro et autres. On le voit ici, là, un peu qu'est-ce qui est offert aux incubés, l'acquisition de compétences technico-économiques, un accès à du capital, un accès à un espace de production et des infrastructures pour ultimement soutenir là, des voies de mise en marché collective. La centrale agricole, dans le fond, vous l'avez vu, c'est plus que juste des agriculteurs urbains. Ça a été important pour nous dès le début de mailler ce pôle-là d'agriculture urbaine avec des transformateurs et des distributeurs qui partagent les mêmes valeurs là, que le mouvement de l'agriculture urbaine. C'est-à-dire, on s'imagine là, les fermiers de famille de l'AKP ou encore justement Marché Antique-Cartierville qui offre là, une partie des aliments à plus faible coût dans des quartiers là, peut-être qui souffrent davantage là, du déficit alimentaire. Les transformateurs, justement, pour valoriser les produits des agriculteurs urbains, mais aussi pour créer des boucles d'économie circulaire dans le mouvement pour faire en sorte qu'on puisse là, développer davantage de synergie entre nos membres. C'est-à-dire la centrale agricole est, oui, inspirante pour le milieu de l'agriculture urbaine. On le voit, beaucoup d'agriculteurs urbains essaient de développer leurs projets dans leur garage tout seuls avec de la difficulté là, de trouver une communauté d'apprentissage. La centrale sert à ça, de collectivement développer et confronter nos obstacles ensemble. Développe un modèle d'économie circulaire aussi. La centrale agricole est devenue là, rapidement un site de gestion décentralisée de la matière organique. Avec le gros composteur qu'on a au sous-sol, avec nos membres qui valorisent là, des déchets organiques un peu partout, on offre une solution intéressante, notamment aux ICI, Industrie, Commerce, Institutions, qui pour l'instant a peu de plans pour réduire l'enfouissement. C'est-à-dire notre projet s'inscrit à valoriser justement les matières organiques des ICI autour de notre projet, ce qui dépasse simplement l'agriculture urbaine. En termes d'innovation bioalimentaire aussi, la création de synergies entre les membres permet justement de développer des nouveaux produits, développer des nouveaux procédés, optimiser les processus, faire de la recherche et développement. C'est-à-dire on voit que sur la question d'innovation bioalimentaire, notamment la création pas seulement de cupcakes, mais peut-être des cupcakes qui intégreraient de la farine de drèche de bière et des insectes. Ben, c'est le genre de choses qu'on peut facilement faire à la centrale puisque tous les ingrédients sont là pour faire le produit et non simplement faire un cupcake comme on a toujours fait des cupcakes. Finalement, pour la question de la relève agricole, on le voit de plus en plus de freins à la relève agricole. Puis ce n'est pas juste la relève agricole, l'inspiration en milieu urbain. On peut s'imaginer des motels agricoles sur des terres agricoles, un peu comme le projet qui est en train de se développer là, dans la MRC des Basques, où sur un modèle similaire au nôtre, on installe sur une terre agricole plusieurs entreprises qui se partageront des équipements puis qui pourront rester là. Ce n'est pas juste du 1-3 ans, puis après ça, ciao, bye. Il y a l'idée de rester sur place aussi pendant plus longtemps, puis qu'il y ait un partage entre l'incubation puis l'établissement, qui semble être un modèle d'affaires intéressant parce qu'on l'a vu dans les études là, qui ont été menées par le CISA puis qui a fait objet de notre dernier rendez-vous à ULAB. Il y a plusieurs obstacles, en fait, à la rentabilité d'incubateurs 100% incubateurs, puis que le jumelé à un concept de motel amènerait, là, dans le fond, un modèle d'affaires intéressant là, pour l'accompagnement de la relève agricole. Et le soutien à l'établissement, comme je le dis, où on ne fait pas juste de l'incubation pour ultimement, après ça, assurer un établissement dans le marché traditionnel de l'agriculture qui est, on le voit, de plus en plus difficile à avoir accès. Le prix des terres agricoles sont en augmentation, comme le prix aussi des loyers industriels à Montréal, où c'est en grande augmentation. C'est-à-dire, on voit que la centrale est un modèle inspirant, non seulement pour l'agriculture urbaine, qui était la première vocation de ce projet-là, mais également pour l'ensemble là, du secteur économie circulaire, agriculture, établissement, relève agricole.
Alors, ça fait un peu le tour. Maintenant, avaient même de la difficulté à répondre. L'offre est tellement élevée qu'ils ont de la difficulté à répondre à toute cette demande. Pas l'offre qui est élevée, pardon, mais toute la demande est tellement élevée que c'est difficile de répondre à l'offre. Fait que je pense que ça démontre vraiment la pertinence de ce modèle. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Maintenant, j'aimerais vous introduire à John Edel. Je vais l'introduire en anglais et en français. Dans le fond, John Edel, il est fondateur et directeur de Bubbly Dynamics et de Plant. Well, I'll introduce you, John, in English. So, John is both an eco and social entrepreneur. His most recent endeavor, The Plant, is the net zero vertical farm demonstrating closed-loop systems while incubating local food businesses. Located in a former meatpacking facility in Chicago's historic stockyards, the plant now features pharmaceutical-grade clean rooms and research laboratories focused on algae derivatives, digestate, and mycelia. John is also the owner and developer of the Chicago Sustainable Manufacturing Center, a business incubator featuring a green roof photos of John's daughter, Zoe, rendered in 9,600 sedum plants, each of which is a pixel in her image. Donc, en français, John Edel est un entrepreneur innovant qui a adopté une approche à la fois sociale et environnementale. Son projet le plus récent, The Plant, est une ferme verticale zéro émission qui fonctionne en circuit fermé et accueille des entreprises agricoles en développement. Cette ferme urbaine a vu le jour dans un ancien abattoir du quartier historique Stockyards à Chicago. John est aussi le propriétaire et le développeur d'un autre lieu d'incubation d'entreprise, le Chicago Sustainable Manufacturing Center. So it's a pleasure to have you with us, John. The mic is all yours. Hello everyone. If we can bring up the images, I'll tell you a little bit about what we're doing. This building that we're looking at here is Bubbly Dynamics. And it was completely derelict with courses of brick falling away from the sides. And so what we try to do is we look for the embodied energy in a facility and we figure out what that building can be good at. Instead of making it into condominiums or storage, there are many small businesses that need a place to exist. And so you can go through to the next one. This is the lobby of Bubbly when we started. And then the next slide. And so these days, whoops, well, that's fine. These days, that building is home to businesses, which are bicycle frame builders, fabricators in steel and in wood, a print shop, somebody that makes hats. So a variety of small companies. And the next one, we mentioned in the intro about the green roof and my daughter Zoe on the roof. And so what we did was take a photo of her when she was a baby and break it down into 8 individual colors, each of which was assigned to a type of sedum plant. And then we printed the whole thing from the top on down, almost like a giant dot matrix printer, but in 9,600 plants. And the next one. And the result from the air is that you can actually see her face looking up at you from the roof of the building. So we did this in order to make this sort of a feature fun and to attract volunteers and to show that you can do something more interesting with an industrial building than just put a normal green roof with a natural plantings. Anyway, on to the next one. So the plant, which is the primary focus today, is a green business incubator that is 100% food. And so we have 21 food producing tenants here at the plant right now, doing a variety of activities from beer
and kombucha, roasting coffee, etc. And so the overall concept is to make spaces where we are able to close loops between businesses so that we take the output of one process and make it the input of another process. Next slide. In order to do that, we don't need to take every bit of waste from every business and replace every bit of input for every business. Even if you are only shaving maybe 5% of a cost off for a tenant, it provides economies of scale to help them compete with giant companies. And so these are all very small operations. We have about 100 employees currently in the building right now, and spread across the 21 food businesses. Next. And so at the top, it says beer. By the way, it was the Peer Foods meatpacking plant. And so we just turned the P upside down. Anyway, within the building, we have a market where we sell products that are produced not only within the plant, but from other local Chicago producers, food producers, and people that make sustainable goods. Next. We try to keep as much of the aesthetic of the original meatpacking plant in place as possible as well. So overall, the concept is, again, take the output of one process, make it the input of another. We don't always succeed, but we try. And again, if you can just take a little bit and reduce a cost by a little bit, you're helping that small business to compete. So we won't get into all of the loops here. Many of these are functioning and many of them are not. Again, it's not about complete victory and getting all the way to net zero. It's about making it more efficient. So go to the next one. Let's see. There we go. And so within this former packing plant, as well as in the space that I'm in right now, the Packingtown Museum, there were rail systems to carry trees of hams and bacon. They produce pork products here 24 hours a day, 7 days a week. And when I bought the building, it was described as a strip and rip, meaning you strip the stainless steel and the copper out and you rip it down. And that was the perceived value. I said, wow, that's a gigantic, it's a 10,000 square meter building that appropriately. Go ahead to the next one. So within these very spaces, what we needed to do was to bring them up to modern food standards. And let's see, which was not easy because we had to cut out the old smokehouses. Here we are plasma cutting away sections of it. And so this is right in the middle of the building. Well, there's food being produced near. It's quite a mess. Next one. Like I say, it's a very durable building. And this fellow is a professor at the Illinois Institute of Technology. Here we are repurposing. You can go on to the next one. Here we are repurposing structural steel from the roof that had been used to hold up refrigeration chillers. We cut it apart, welded it back into a new shape, and lowered it down one roof level so that we could mount new refrigeration condensers to cool some of the cheese and beer production spaces. Go ahead to the next. And that's the view of Chicago skyline. Here's the same fellow grouting the floor. So the space that you saw earlier with the meat rails hanging above, this is what it looks like now. We repurpose equipment like the evaporator that you see above the gentleman's head, which had formerly been run on ammonia as a refrigerant, and we converted it to a glycol system. So we're running cold glycol through existing equipment to repurpose that equipment. So repurposing doors, these big, beautiful refrigeration, cooler doors, and the floors, and making it like new. Go ahead. And so today, that space is filled with cheeses, domestic cheeses from the United States, which are
distributed to restaurants and hotels. Go ahead. We have ovens. We have several. We've had several bakeries here in the building, and including this wood-fired oven. Go ahead, which was built on site in one of the spaces to produce high-quality baguette and other styles of bread with the wood fire. It's quite lovely. Go ahead. So the businesses range from vegan gelato, in this case, which is coconut-based, run by a woman who was formerly a consultant for Deloitte Touche, and she ran screaming from the corporate world to found her own business making gelato, and has done very well at it. And actually, they're distributing across the country now. Go ahead. We're approximately 50 or 60% women-owned businesses here at the plant. This space is now the brewery. We had to tear up a floor in here and put down a waterproof membrane because there's a grow room below this space. And you would put water on the floor and it would come right on through down into the light fixtures in the grow room, pissing off the tenant in the basement quite a bit. So we had to tear up the entire floor, put down a membrane, and then pour a new floor with trench drains. Go ahead. These are all volunteers, by the way. Much of the labor initially was done with volunteers. So today, Weiner Beer Company produces saisons, a variety of French and Belgian style beers, as well as sours. It's quite good stuff. Go ahead. But also this photo shows you the weight of the construction of the building is so solid we can put these tanks anywhere we want. That's how heavily built it is. Here we are installing a new lobby, a ramp for wheelchair accessibility in what was former truck docks, and built entirely with salvaged materials from within the building. Go ahead. To produce a space that is welcoming and has a wetland below the walkway here. So it's a little bit like going to a nature center and walking out across the wetland. And so there are turtles and fish that live in this pond below the walkway, which is designed to use recycled water from the businesses. Currently, it's connected to roof runoff. We gather about 2/3 of the facility's runoff and pressurize it in gigantic salvaged tanks. And then we pump it to indoor and outdoor farms to use for irrigation. We have about 5 farms inside the building and 2 more farms outside. Go ahead. So we try to work with local universities as much as possible to bring in their students to do projects that are related to urban design and what to do with the site and how to communicate with the community, which can be quite difficult. Go ahead. And so this was a show of landscape architecture work related to the plant. We've done trainings. We try to make space available for outside organizations to teach skills. In this case, these gentlemen are learning how to do lead remediation and asbestos remediation. And so this is during the pandemic, So the class was held outside in our backyard. Behind the gentleman is the backside of the plant. The yard is quite large, so we have enough space to do these kinds of projects. Go ahead. The mural is quite nice too. So celebrates pork packing. On the top of the building is a space called the Winter Garden. And there's the mural again. The Winter Garden was formerly smokehouses. And actually, if you can pop back one to that image, that would be good. It was smokehouses where we took out, maybe we don't have that one. Go ahead forward, it's fine. I think we were in the Winter Garden maybe too soon. It's a space that was smokehouses where we took out the walls, put in new structural steel,
and converted a portion of the roof that had been exterior space into a building break room and event area where we have conferences that are mission aligned, as well as the occasional wedding, which we're going to stop doing because it's way too much of a pain in the ass and it's not worth it. But this is a space that's filled every day with people that work in the building having lunch and meetings and et cetera. So go ahead. In the floor are former smokehouse vents that came from the stainless steel smokehouses on the second floor and came up through here. And so we, instead of just filling in the holes, we decided to put laminated glass over them and pour the new concrete around it so that you can look down and see plants growing on top of the former smokehouses, which have now been converted into bathrooms. Go ahead. So from underneath, the view is of these smokehouses here, which were obviously stainless steel. We cut the ends off and dragged them around, turned them into restrooms so that we could keep alive a little bit of the hardware and the appearance of the building. On the right side, you see the view up through that very same hole into the winter garden and the plants growing up on the top. We like to celebrate the equipment because how many people have ever been inside of a functioning meatpacking plant? You know, unless you work there, the chances are very slim that you'd ever get to see the inside of one. So go ahead. On to the agriculture portion, because I realize that's what this is supposed to be about. Like I mentioned, we have 5 indoor farms. This is called closed loop farms, and they started in a portion of the basement where we were charging $50 a month for rent in a tiny little area. And closed loop grew and grew and grew, and right through the entire pandemic managed to employ 13 people, mostly from the neighborhood and surrounding neighborhoods, Englewood. And they had been growing 150 varieties of microgreens. I'm sorry, 35 varieties of microgreens for distribution to 150 restaurants within Chicago. When the pandemic hit, 100% of their business evaporated, in a week. And so they had to recalibrate, and they instead started a business doing home delivery of local food products, not only their own products, but products from the rest of the plant and from other Southside producers. And so you could go online and with one credit card, purchase products from 20 different local suppliers and manage to keep all 13 employees busy through the entire pandemic, which is quite impressive. Go ahead. There are many styles of growing that are happening among the different farms here, outdoor as well as indoor, but primarily indoor. And so on this particular spot, we are preparing to build a very large permanent greenhouse for algae research. We have this caterpillar tunnel and a much larger hoop house that went up after this photo was taken. In the background, you can see our anaerobic digester, which is still not complete, many years into the process and way over budget and behind schedule. But ultimately, it will convert 32 tons per day, metric tons per day of food waste and biomass into liquid and solid digestate, as well as biogas. And so we'll use those products partially within the building to heat beer in the brewery, to heat the building with our boilers, photobioreactors. Go ahead to the next one. The indoor farms range in style from aeroponic, NFT systems, the whole wide range of growing styles depending on the business that's doing it. I think 4 of the 5 farms are profitable, which is pretty good considering they're all fairly experimental. One of them, Wilder Fields, uses machine automatic racks that where all of the plants are maintained by computers essentially, and only planted and harvested by people. Others use much more soil-based systems. It's really more about how much capital you have at the front end, how technologically advanced your farm can be. And we have the whole range here. So go ahead. John, I will leave you 1 or 2 minutes to
to wrap it up. Thank you. Sorry. No worries. It's super good. interesting. I think we could keep on going for like an hour or more. We'll have to visit you. Could. Yeah. We certainly could. You can go on to the next one too. I think we're actually almost done here. So, we have a fruiting room in the basement actually that's currently filled with incubating another small farming tenant, and mushrooms are going to be coming back into the space shortly. Go ahead to the next one. And I think we're pretty much at the end. That's the view through one of the windows. Go ahead. And you can just keep going. Those are lovely pink oyster mushrooms. Here we go. The algae bioreactors are a new thing for us. Go ahead to the next one. The research that was mentioned earlier is focused on alternative proteins, plant-based burgers, but mostly ingredients for those things. Heme that's extracted from algae. And go ahead to the next one. As well as using psychedelics to treat PTSD and depression. And so we have several laboratories now focused on that with a license from the Drug Enforcement Administration, believe it or not. I think there's one more photo you can go to. This is our new food innovation lab, which is focused on taking slop and that's waste products and turning it into beautiful new foods that people will actually find appetizing and hopefully want to eat, that are made entirely from waste. So I think that wraps it up. There may be one more image at the end, but I think we are there. Great. Wow. Thanks a lot, John. Yes. Oh, Okay. did you have a word for the end, or you're good? Oh, good. We're good. Oh, good. Very impressive. The before and after project and pictures are really impressive. And also, I'm amazed how you were able to actually keep the essence of the historical components of the building. It's beautiful. I'm sure you made a lot of friends today, John. We're all looking forward to meet you and come over to Chicago to see your facilities. And thank you also for playing the game with the Frenchies today, and that you agreed to participate to the panel. Thanks a lot. Thank you. J'aimerais maintenant introduire Gabriele Annie Kyriaki-Rico. Gabriele nous vient de Belgique, et puis Gabriele, pour vous donner une petite description de qui il est, de sa biographie, il est anthropologue de formation. Gabriele est coordonnateur de l'espace test agricole, Graines de paysans et Bourraine Bruxelles paysans. Ce sont tous des projets qui sont supportés par le début des haricots à Bruxelles. Il a guidé des projets d'agriculture urbaine sociale et professionnelle en Belgique, ainsi qu'en Italie. Gabriele est aussi journaliste pour la presse écrite italienne Il Manifesto. Il écrit sur la politique belge, européenne et surtout sur l'agriculture et l'alimentation durable. Donc, aujourd'hui, Gabriele nous parlera des graines de paysans et de l'espace test agricole du début des haricots. À toi, Gabriele. Oui, bonjour, bonsoir. Mais merci tout d'abord pour l'invitation. Je vais partager l'écran. Voilà. J'imagine que vous le voyez bien. Et les pages aussi. Et donc, Graines de paysans, c'est l'espace test du début d'haricots SBL. Je vais passer en détail et d'abord voir qu'est-ce que c'est exactement un espace test. C'est un dispositif qui permet à des agriculteurs, des agricultrices de tester une activité agricole à travers la mise à disposition d'abord du foncier,
des moyens de production, donc des serres, les infrastructures, les outils, les machines agricoles, donc tout ce qu'il faut pour cultiver, et un parcours d'accompagnement qu'on mène avec un riche et compétent réseau de partenaires. Donc on essaie de répondre à deux freins majeurs de l'installation agricole, qui sont l'accès au foncier. Donc sur l'espace test, on arrive à le faire grâce à cette mise à disposition des terres. L'espace test est en périphérie, en région bruxelloise, donc dans la ville de Bruxelles, et, dans sa périphérie, et on a un terrain de un peu moins de 4 hectares. Et on sait héberger jusqu'à 9 activités en simultané. Et sur 3 volets, principalement c'est du maraîchage, mais on a aussi des activités en tisanerie et en production de fleurs. Et on essaie de répondre aussi à la viabilité au sens large. On peut parler de viabilité économique, mais voilà, viabilité dans tous les sens aussi. Le métier agricole, c'est un métier assez dur et difficile en termes aussi de temps qu'on doit y dédier. Et donc aussi à travers ce réseau de partenaires, on met en place un parcours d'accompagnement justement pour booster les activités agricoles. Alors tout d'abord, c'est quoi le public cible? C'est les néo-paysans, les néo-paysannes. Tout d'abord, je pense, ça c'est une impression et un sujet qui me tient à cœur depuis mes études universitaires. Je suis convaincu que les prochains agriculteurs et que les nouvelles vocations agricoles en fait viennent de la ville, et on le voit bien en tout cas à Bruxelles où par exemple sur l'espace test on arrive à accueillir que la moitié des gens qui font demande. Donc il y a une grosse demande de personnes qui souhaitent se reconvertir au métier de l'agriculture, tout en n'étant pas issus du milieu agricole. Donc ça, c'est un élément, en tant qu'anthropologue, je dois dire, assez intéressant. C'est des gens qui cherchent un métier qui a du sens, donc qui souhaitent s'impliquer dans une transition écologique et sociétale en le faisant à partir d'un métier pratique qui a un impact assez direct sur notre système alimentaire. C'est des personnes qui sont aussi dans une dynamique de projet collectif. Même si la plupart des projets qu'on héberge sur l'espace test sont des projets individuels, on sent qu'il y a vraiment le besoin d'être en collectivité. Et donc l'idée et l'envie de participer, de faire partie d'un collectif. Et on le voit bien aussi, c'est dans le 80% des cas, au moins des personnes qui testent une activité agricole chez nous, c'est des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Alors, d'où vient ce projet d'espace test agricole? Ça vient d'une initiative qui a été portée par 6 partenaires, parce que ce projet Bruxelles Paysan arrive à la fin. Et donc, c'est Bruxelles Environnement, qui est un peu le ministère de l'environnement et de l'agriculture de la région Bruxelles-Capitale, qui finalement c'est en fait la ville de Bruxelles. La commune d'Anderlecht est une des communes qui composent les 19 communes de la région bruxelloise, et qui est un partenaire important. C'est en fait les terres sur lesquelles on est, c'est des terres publiques agricoles, et c'est aussi la commune qui a la plupart des terres agricoles de la région bruxelloise. Puis le début d'Arico SBL, dont je suis employé. Terre en vue à SBL, une SBL qui s'occupe de l'accès au foncier, Crédal pour les aspects juridiques, et la Maison Verte et Bleue, qui est une SBL de la commune d'Anderlecht, qui est occupée sur plusieurs volets. Donc ces 6 partenaires ont porté ce projet FEDER avec des fonds européens. On parle de plus ou moins 7 millions d'euros. La plupart ont été utilisés pour rénover les projets et des bâtiments surtout. Et donc l'espace test, c'est qu'un des projets de Bruxelles Paysan. Alors, si on revient au public cible, pour avoir accès à l'espace essai agricole, il y a une procédure de sélection. On a des appels à candidature annuels qui sont composés par des séances d'information, des visites du site, des séances préparatoires. Et donc, en fait, l'accompagnement en test d'activité commence bien avant la
que par les membres du début d'Haricot, mais aussi par toute une série de personnes qui font partie de notre réseau de partenaires, dont aussi l'administration publique. Les critères de sélection sont l'autonomie, la connaissance du milieu agricole et un modèle entrepreneurial prometteur. Donc, en général, on est vraiment dans la recherche d'un public cible assez particulier. Donc, c'est des personnes qui ont déjà une très bonne expérience dans le milieu agricole, qui sont tout à fait capables de mener potentiellement une activité agricole, mais qui ne l'ont jamais fait en tant qu'indépendant. Donc, on se situe à la fin d'un parcours de formation de longue durée en maraîchage bio, ou bien après une très grosse expérience en tant qu'ouvrier agricole, mais pas encore dans un contexte entrepreneurial. Alors, quelques chiffres. La durée du test d'activité, c'est 3 ans et demi. C'est un espace test fixe. Donc, l'avantage, c'est que tout est déjà sur place. Il ne faut pas investir, il ne faut pas s'endetter. Mais voilà, le désavantage, c'est qu'il faudra acquitter le test d'activité au bout d'une certaine période. La moyenne, c'est 3 ans et demi. On essaye de jamais dépasser les 5 ans de test d'activité. Avec les 3 nouveaux qu'on accueille cette année, on est à 19 portes de projets accompagnés depuis 2016. 63% à l'issue de l'espace test est engagé dans un projet agricole, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. Et alors, pour les indépendants, on est à plus ou moins 50% d'installation agricole sous forme d'indépendants. Un truc intéressant, c'est aussi que via l'espace test, on voit qu'entre le début du test et la fin du test, on a une augmentation du 30% du chiffre d'affaires, donc très important, tout en sachant que la plupart des efforts économiques vont être faits à l'issue de l'espace test, et donc en phase d'installation, quand il faudra soit acheter un terrain ou encore payer les infrastructures et les frais d'installation. Un résultat dont je suis assez fier, c'est que depuis 2016, les 50% des nouveaux projets agricoles en région bruxelloise sont passés par l'espace test, dont surtout en fait l'importance d'un parcours d'accompagnement et des structures d'accompagnement et d'accueil et d'incubateur. Donc, le nœud de la viabilité, c'est un truc qu'on travaille beaucoup. Donc, quand on parle de viabilité, de quoi on parle exactement? On parle de revenus faibles, d'une charge de travail importante, d'un métier pénible, dans la gestion du production, la vente, la logistique. Souvent, quand on demande à un maraîcher c'est quoi ton temps de travail, il répond surtout sur le temps de travail passé au champ, alors qu'il y a aussi pas mal de temps qui est passé sur d'autres aspects, surtout quand on est dans un maraîchage sur petite surface, dans un contexte urbain, où pour être rentable, il faut de la vente directe. Donc, il y a beaucoup de travail pour la recherche, le reconditionnement des légumes, la recherche de clients, la livraison, la logistique, etc. Et il y a surtout la question du prix. Quel est le juste prix? Ça, c'est aussi un nœud. Surtout quand on parle d'activités agricoles qui ne sont pas subventionnées par les aides publiques. En Europe, on a la PAC, la politique agricole commune. Et ben, il y a des plafonds en termes d'accès, en termes de superficie, en fait, en dessous de 2 hectares, pardon, on ne sait pas avoir les aides de la PAC. Et donc, ça pose aussi des problèmes quand on parle du maraîchage sur petite surface. Dont la nécessité et le besoin d'avoir un parcours d'accompagnement. Il y a un parcours d'accompagnement individuel et collectif. Alors, l'individuel, c'est un suivi régulier, des entretiens aussi réguliers, un bilan de fin d'année, sur toute une série d'aspects, donc les aspects techniques, commerciaux, juridiques, financiers, la dynamique collective qui est assez importante et l'accès au foncier qui n'est pas négligeable non plus. Et après, un accompagnement collectif aussi, il y a toute une série de cycles d'ateliers, des coins de champ qui, sont des formes de ateliers bien spécifiques, donc sur une thématique donnée qui est portée par un maraîcher expérimenté sur son propre terrain. Voilà, des visites et tout ça. Et donc, en fait, tout ça, nous, on le mène avec un riche réseau de partenaires. Jusqu'à présent, c'était Bouna Bruxelles Paysan et les 6 partenaires que je mentionnais tout à l'heure.
Et aussi, aujourd'hui, avec la fin des fonds FEDER et donc la fin du projet Boulet Bruxelles Paysan, c'est avec des nouveaux acteurs, on les appelle les nouveaux acteurs de l'accompagnement de l'agriculture urbaine professionnelle bruxelloise, dont Group One pour les aspects juridiques et financiers. Parmi nous, il y a aussi Delphine, à qui je passe mon bonjour, avec qui je travaille, la Fédération des professionnels de l'agriculture urbaine, avec qui aussi on organise des accompagnements collectifs. Parmi nous, il y a Gaëtan, à qui je passe aussi mon bonjour, et le réseau des espaces d'Est belges, qui est un projet dont nous, on est aussi à l'initiative et que voilà, c'est un réseau d'autres espaces tests en Belgique avec qui on fait aussi des activités. Donc, très important aussi de faire bouger les testeurs, les testeuses et de aussi être en contact avec un autre milieu qui n'est pas le milieu urbain, mais plutôt un milieu un peu plus rural que Bruxelles. Donc, c'est très intéressant, surtout en sachant que là, une bonne partie des agriculteurs et agricultrices en test d'activité vont aussi chercher des terrains en dehors de Bruxelles parce que l'accès au foncier en ville à Bruxelles est assez compliqué. Un truc important, comme je le disais, c'est la dimension collective et donc la possibilité d'être dans un cadre où on mène son propre projet de manière individuelle, mais dans un contexte collectif et avec aussi des niveaux d'expérience différents. Par exemple, les 3 nouveaux qui commencent cette année, eh bien, ils peuvent bénéficier du carnet d'adresses des porteurs et porteuses de projets plus expérimentés, une liste de fournisseurs, des bonnes pistes, des bons plans pour acheter le compost, pour acheter du terreau, pour se fournir en semences, en plantes, etc. Et donc, ça, c'est aussi important parce qu'on voit bien que se lancer tout seul, ça peut être assez compliqué. Il y a aussi une question qui est liée à la solitude, d'être sur son champ tout le temps, en portant tout ce qui est toutes les installations, tout le travail. Et alors qu'en étant en collectivité, en étant dans un contexte collectif, en fait, on voit bien que c'est vraiment très intéressant parce qu'on apprend plus vite. On regarde qu'est-ce que les autres font, on reçoit des conseils autres que l'accompagnement technique ou les accompagnements qu'on peut recevoir dans le cadre de l'espace test et des acteurs de l'accompagnement en région bruxelloise. Donc, en fait, dans les échanges, tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Et on s'inspire aussi, on voit que certains producteurs commencent dans un modèle et qui modifient ce modèle au fil du temps, en s'inspirant aussi de ce que les collègues font. Et donc ça, c'est très important. Et voilà, comme je répète, il y a aujourd'hui, en 2022, 9 activités en simultané sur l'espace test. Donc c'est assez riche. Mais voilà, on sait aussi avoir des commandes groupées, avoir des prix plus compétitifs et avoir une commercialisation collective. Ça, c'est aussi un truc assez intéressant aussi pour casser cette idée de concurrence entre producteurs. Donc, grosso modo, sur l'espace test, il y a la possibilité de commercialiser soi-même ses propres produits, on la cite, on la visse, mais aussi on essaye de faire en sorte d'avoir des canaux de commercialisation partagés. Surtout pour les personnes qui démarrent le test d'activité. Voilà, il y a 2 métiers. Il y a la production, donc le métier qui est lié à la gestion de la production, et il y a le métier, la gestion de projet, la vente, la commercialisation, etc. Et on s'est vite rendu compte que avoir les deux, c'était pas évident, surtout en première année, et dont l'intérêt de monter des canaux collectifs, justement pour soulager le début du test, et donc permettre aux gens, aux testeurs, aux testeuses, de se dédier, surtout la première année, quasi exclusivement à le métier de la production et d'avoir déjà des canaux existants pour écouler sa propre production. Donc, on parle d'une vente au champ, on travaille avec des magasins bio, d'autres marchés, des petits distributeurs, des petites pistes qui sont à l'étude. Le premier outil qu'on a mis en place, c'est une liste de prix partagée, obligatoire et contraignante uniquement pour les canaux collectifs. Après, chacun dans ses propres canaux, dans son propre GAS ou GASAP ou AMAP, avec les contacts qu'il a avec ses propres partenaires commerciaux. Après, il va utiliser les prix qu'il souhaite. C'est un projet, bien sûr, en évolution.
Excuse-moi, c'est C'est la Caroline. dernière. Oui, c'est ça, je voyais. Il te reste, je Voilà, te laisserai c'est une la ou deux dernière. minutes pour conclure. C'est gentil, merci. Et donc, c'est un projet en évolution et voilà, on s'adapte aussi en fonction euh, de l'évolution du projet et des besoins qui se manifestent au fil du temps quand on accueille de nouvelles personnes. Donc, l'idée, c'est de tester d'autres formes de tests d'activité. Je pense que le test d'activité fixe, il est génial parce que effectivement permet de à des personnes qui n'ont pas forcément des moyens économiques de tester une activité agricole sans pour autant s'endetter. Mais il y a aussi d'autres formes de tests d'activité au niveau où si le test est positif dans un terrain donné, la personne peut rester sur ce même terrain, mais il y a de la part du porteur ou la porteuse de projet un investissement au départ dans l'achat des infrastructures ou en immersion, donc un test pendant une période déterminée auprès d'un producteur, productrice déjà expérimenté. On voudrait aussi expérimenter des nouveaux volets, de l'élevage, peut-être l'élevage de poulets à voir. Il y a aussi le volet d'agroforesterie qui nous intéresse beaucoup. On voudrait bien aussi créer une coopérative. C'est un outil juridique qui commence à être un peu essentiel. Booster encore plus de la commercialisation collective, peut-être créer un magasin à la ferme, voire s'associer ou créer, ça serait mon rêve personnel, un magasin qui est lié à l'espace test et booster tout le temps la dynamique de bénévolat, d'accueil du public. On est quand même en ville et donc c'est très important et ça peut être aussi un avantage en termes de processus et de modèle économique de développer une vente de services, accueil de public, team building et tout ça. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez quelques photos et tous les partenaires, surtout nos bailleurs de fonds qui sont là tout en bas à droite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Gabriele. Projet, modèle fort intéressant. C'est aussi beau de voir là, que malgré qu'il y a un océan qui nous sépare, je pense que les enjeux là, des agriculteurs et agricultrices urbaines et périurbaines sont assez semblables. Fait que, merci, Gabriele, de t'être joint à nous malgré le décalage horaire. On va te souhaiter une bonne soirée. Maintenant, j'aimerais vous introduire à Laurence Fauteux, qui est directrice de Grand Potager. Petite biographie de Laurence avant qu'elle prenne la parole. Dans le fond, après plus de 10 ans dans le milieu de l'agriculture urbaine montréalaise, Laurence a contribué à l'émergence de nombreux projets communautaires et collectifs dans ce secteur d'activité qui est en pleine ébullition. Son expérience dans le milieu municipal et les divers partenariats qu'elle a su consolider au fil des ans l'ont amenée à développer une expertise et une vision unique du rôle de l'agriculture urbaine comme tremplin pour l'innovation sociale, économique et environnementale. À la direction de l'OBNL Grand Potager depuis 2019, elle œuvre à mettre en place des structures pérennes pour soutenir le développement de l'agriculture urbaine par et pour tous et toutes. Je te laisse la parole, Laurence. Merci Camille. Merci à tous les projets. Je suis comme la dernière, donc je m'excuse, il y a comme beaucoup de contenu. C'était vraiment inspirant. Je suis sûre qu'il y a plein de liens à faire. Moi, je voulais vous présenter un petit vidéo pour comme vous montrer de quoi ça a l'air en pleine action. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Celui-là. Voilà. Donc, Grand Potager. Attendez, je vais passer par là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, Grand Potager, c'est ça. Nous, je ne sais pas si on est les plus jeunes des projets. On est un OBNL, un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2016 par des membres fondateurs qui voulaient tout d'abord utiliser, je vais retourner à la petite image précédente, là, qui voulaient tout d'abord utiliser l'espace des serres municipales pour faire de l'agriculture urbaine. Mais les membres fondateurs, qui sont tous des projets d'agriculture urbaine, voulaient aussi mutualiser des ressources pour développer leurs projets respectifs. Donc, depuis 2016, on a signé une convention avec l'arrondissement de Verdun pour devenir en quelque sorte le gestionnaire des serres de Verdun. C'est un site unique. Puis nous, on est comme le point de contact, en fait, entre les membres qui utilisent les espaces pour faire de la production agricole, entre l'arrondissement qui est propriétaire du site et entre les citoyens qui veulent en apprendre plus et découvrir des nouveaux projets. Donc, les serres que vous pouvez voir, ils ont été construites dans les années 30.
Et pendant plusieurs années, elles avaient vraiment une vocation de production horticole plutôt qu'agricole. On est quand même en milieu urbain, puis c'est un bâtiment municipal, donc c'est vraiment pour de l'aménagement paysager. Puis dans les 10-15 dernières années, vraiment, le site, pour plusieurs raisons, est comme tombé en désuétude parce qu'il n'y avait plus besoin de faire de la production agricole dans ce lieu-là. Donc, il a été comme converti en entrepôt. Donc, littéralement, c'était un entreposage de boîtes. D'où les membres fondateurs qui étaient tous des acteurs dans la communauté, des projets, des petites entreprises, d'autres projets communautaires qui se disaient, mais c'est tellement dommage de laisser cette terre-là, en fait, comme entrepôt. Donc, nous, en 2016, quand on est rentré là, on a vu des infrastructures qui étaient quand même assez vétustes. C'est sûr qu'il y a besoin de rénovation, mais tout était très fonctionnel. Donc, très rapidement, on a pu convertir ces espaces-là en espaces de production. Sur le site de Grand Potager, je vais vous montrer une photo de l'ensemble du site, là, mais on a des jardins extérieurs. Donc, il y a plus de 4000 pieds carrés de jardins extérieurs. C'est des jardins productifs, démonstratifs. Excusez-moi, ça va trouver des images. Démonstratifs, éducatifs. Il y a aussi des espaces collectifs tant à l'intérieur du bâtiment des serres qu'à l'extérieur. Ça, c'est des espaces qui sont vraiment pour tous nos membres et aussi pour la communauté. C'est 4000 pieds carrés d'espace collectif, encore une fois. Donc, à l'intérieur, il y a une cuisine collective, une petite cuisine collective, des espaces de rangement. À l'extérieur, il y a beaucoup d'espaces bétonnés, donc pour du stationnement, mais aussi pour de l'entreposage d'outils, de matériaux, d'équipements ou même pour des installations temporaires éphémères. Il y a aussi un centre jardin, donc on le voit ici sur l'image, l'espèce de gros abri-tempo. C'est un centre de jardin, encore une fois, qui n'est pas permanent, mais qui a été installé presque dès le début, là. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Puis ça devient un point de vente collectif pour les membres qui utilisent les serres. C'est un point de service aussi pour la communauté. Donc, on voit vraiment l'interaction des producteurs et des consommateurs comme sur le même site à plusieurs niveaux. Sinon, à l'intérieur du bâtiment, au total, on a 20 000 pieds carrés d'espace de production en serre. Donc, ça inclut des tables de production, de l'eau, puis un chauffage minimal durant l'hiver. Donc, notre priorité à nous, pour l'instant, chez Grand Potager, c'est vraiment de trouver moyen de rénover puis d'investir dans la rénovation des infrastructures puis l'achat de nouveaux équipements pour qu'on puisse optimiser la production puis garantir les meilleures conditions de production pour tous les projets. Donc, en ce moment, on a accès à un peu de financement puis c'est encore en train de se développer. Donc, au sein de Grand Potager, il y a vraiment une grande diversité d'acteurs. On a des entreprises, des OBNL, des coops, des projets citoyens. Il y a certains de ces projets-là qui sont très grands, qui ont plusieurs années d'expérience. Il y a plusieurs projets qui sont petits et en démarrage. Donc, c'est ça, j'ai une autre slide plus tard où est-ce qu'on va pouvoir chiffrer ça, mais comme plusieurs des autres projets qu'on a vus à l'avant, c'est vraiment une diversité qui permet de rassembler plein de gens qui ne sont pas nécessairement au même endroit, qui ne viennent pas nécessairement du même milieu, qui ne sont pas au même stade de développement de leur projet. Donc, ça fait vraiment un super espace d'échange, d'apprentissage, de partage, comme un espace de coworking, en fait. Nous, on ne s'est jamais décrit comme un motel ou un incubateur au début, mais je pense qu'en ce moment, on se rend compte qu'on est vraiment un espace de coworking. Donc, c'est ça. Il y a certains projets, comme par exemple, si on voit la salle de production de semi-urbains, qui, eux, de par leur expérience et leur pérennité dans l'écosystème, ont les moyens de réserver des espaces un peu exclusifs pour leurs projets. Donc, on voit ici la production de leur semis. Ça, c'est au printemps quand il y a beaucoup de production qui se passe. C'est quand même des grands espaces. Puis de l'autre côté, c'est l'espace équivalent, mais qui, cette fois-ci, c'est vraiment pour des plus petits projets qui n'auraient pas nécessairement les moyens de se louer un grand espace au complet. Donc, c'est divisé en pieds carrés. Puis les gens ont la possibilité de louer au pied carré l'espace qu'ils veulent. Dans le cas des serres collectives, là, quand il y a plein de projets dans la même serre, le maintien des productions horticoles est fait de manière individuelle ou par projet, mais l'entretien phytosanitaire, donc toutes les plantes, les insectes, les maladies, ça c'est tout collectif. L'entretien des lieux, le balai aussi, le rangement des équipements, ça aussi c'est tout collectif. Donc ça c'est un des défis puis un des plus grands succès aussi, je dirais, chez Grand Potager, qu'on a développé vraiment une expertise pour gérer ces espaces-là qui sont très, très sensibles, mais de manière collective. Ça favorise aussi les apprentissages de tout le monde. Comme je l'ai dit aussi au début, le but de Grand Potager, c'est vraiment aussi d'ouvrir l'espace à la communauté, aux citoyens. Donc, on organise beaucoup d'événements, des foires d'agriculture urbaine avec des kiosques pour nos membres ou d'autres personnes qui ne sont pas membres. Ces foires-là d'agriculture se tiennent des fois à l'intérieur dans des espaces de programmation qu'on a ou à l'extérieur.
Chacun de nos membres a des kiosques, donc c'est comme un marché éphémère qui permet vraiment de renforcer les liens entre les consommateurs et les producteurs. Mais sinon, les espaces de programmation sont aussi disponibles pour nos membres qui veulent faire des activités, des événements ou quoi que ce soit. Donc là, ici, on voit un de nos membres qui est en train de ranger après une serre. Donc, c'est vraiment aussi des espaces qui sont accessibles. On voit les serres de production sont au rez-de-chaussée, le stationnement est juste à côté, c'est pas loin de la rue, c'est pas loin d'une piste cyclable, c'est vraiment un site unique, très, très accessible. Il y a aussi, comme je vous disais, le centre de jardin qui est sur le site. Donc, ça, c'est un point de service pour les citoyens, puis un point de vente collectif pour nos membres à l'extérieur, sur le site extérieur. En ce moment, le projet de centre de jardin est opéré par un de nos membres. Avec beaucoup de collaboration avec Grand Potager pour s'assurer que le centre de jardin est collectif et que tout le monde peut en bénéficier. Mais c'est un des projets qu'on trouve qui est très, très porteur. Donc, on veut le développer de différentes manières dans le futur parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un des services qui est le plus apprécié par nos membres de pouvoir vendre via ce centre de jardin-là. En fait, ce qui distingue le modèle de Grand Potager, c'est vraiment le potentiel productif du site. Donc, on a quand même des serres de production, ce qui est très rare en milieu urbain. On a des espaces extérieurs qui sont juste à côté, qui sont disponibles, accessibles. On a du stationnement, des espaces de rangement, d'entreposage qui pourraient servir aussi pour la mutualisation d'autres ressources, là, comme le projet précédent qu'on vient de voir, la mutualisation d'autres ressources comme par exemple du compost, de la terre. On a aussi un atelier de menuiserie qu'on aimerait peut-être rendre plus collectif dans le futur. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre cas, c'est vraiment un lieu qui ne nous appartient pas, qui appartient à l'arrondissement. Donc, le partenariat avec l'arrondissement est très, très au centre de notre projet. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est porteur. Donc, les exigences de l'arrondissement font en sorte que notre projet est vraiment en étant vraiment d'économie sociale. Donc, autant on essaie d'avoir des impacts sociaux pour les citoyens, autant on essaie de soutenir l'émergence de projets économiques. On a une gouvernance aussi qui est super dynamique et diversifiée. Donc, c'est vraiment, je dirais, une gestion collective du projet, de sa gouvernance, de l'utilisation puis de la rénovation des espaces. Ça, c'est vraiment au cœur de notre modèle. On essaie de tous bouger ensemble dans la même direction. Là, vous voyez ici le site dans son ensemble. Donc, à l'avant, vous voyez les serres de programmation avec un jardin qui est maintenant plein de plantes tropicales. Donc, c'est comme un jardin de démonstration. À l'arrière, ici, vous avez les 2 serres de production. Donc, c'est celles qui ont le besoin de plus de rénovation, mais c'est quand même, c'est ça, 2000 pieds d'espace de serre qui sont fonctionnels en ce moment. Ici, sous le petit toit gris, c'est l'espace de cuisine, un espace de bureau aussi qui est collectif avec des frigos. Là, les jardins extérieurs, c'est ça. Il y a pas mal cet espace-là ici qui est disponible et celui-là. Là, c'est une très vieille photo. En fait, ça avait été pris la première année, mais là, déjà, cet espace-là a complètement changé. Il a été comme maximisé, optimisé au maximum. Chaque fois qu'il y a des pieds carrés de libre, quelqu'un se l'approprie pour faire quelque chose de nouveau. On voit aussi ici un petit kiosque de marché fermier qui est disponible sur le site. À cet endroit ici, on a un projet d'apiculture. Ici, l'année prochaine, il va y avoir un projet de poulailler, il y a un projet de fleurs coupées ici. Il y a des plantes pollinisatrices, une personne qui se spécialise dans la production de semences de plantes indigènes pour les pollinisateurs, donc à l'avant des serres. Il y a le centre de jardin ici avec un container plus boutique. Il y a l'atelier de menuiserie. Puis, donc, comme vous voyez ici à l'arrière, il y a la piste cyclable. Ici, on voit le fleuve. C'est en plein milieu d'un parc qui est très, très, très utilisé par les citoyens. Donc, c'est vraiment un contexte. C'est comme un espace productif unique vraiment dans un contexte urbain, donc accessible à la communauté. C'est ça, j'avais préparé, je pense que je vais faire une présentation quand même assez courte parce que je pense que la période des questions, ce qui s'en vient, ça va peut-être être la plus intéressante, mais ça, c'est l'espèce d'énoncé de mission qu'on essaie encore de développer pour raccourcir, mais tout y est là-dedans, dans le fond. Nous, comment on se perçoit Grand Potager, c'est vraiment un espace de production collaboratif pour des projets en agriculture urbaine. Donc, on met à disposition des ressources matérielles et techniques pour le développement des projets, tout en créant des liens et en stimulant les échanges au sein de la communauté de membres débutants expérimentés, mais aussi avec les citoyens de Verdun. Donc, pour faire une distinction avec les autres projets qu'on a vus, on n'est pas nécessairement un incubateur dans le sens que nous, on ne se voit pas vraiment comme en offrant un parcours complet et rigoureux d'accompagnement dans le plan d'affaires et tout ça, mais on veut vraiment comprendre c'est quoi les ressources techniques, matérielles qui manquent pour des projets. On sait qu'il y a plein d'autres organismes, plein d'autres institutions qui offrent de l'accompagnement pour le plan d'affaires, le financement,
toute montée d'idées initiales. Donc, nous, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment l'espace physique, les ressources matérielles et techniques. Donc, accès à des agronomes, accès à un spécialiste en gestion de serres pour mieux détecter les maladies, tout ce qui pourrait affecter les plantes. C'est vraiment ça qu'on veut essayer de mettre de l'avant parce que le site s'y prête énormément. Puis, on s'est rendu compte aussi que nos membres, quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà plein d'idées. Ils ont déjà un projet, ils veulent expérimenter. Ce qu'ils veulent, c'est un espace abordable pour leur permettre de démarrer ça. Et ce qu'ils aiment le plus aussi, c'est de pouvoir être côte à côte, travailler, faire leur propre lien avec d'autres membres qui sont dans la même situation qu'eux ou pas, des fois des membres qui sont plus expérimentés. Et là, moi, au fil des années, je vois tout le temps des nouveaux partenariats. Donc, Jean-Philippe parlait de synergie. Ça, nous, on l'a vraiment vu, ça s'est fait de manière naturelle, organique au sein de cette communauté-là de membres qui utilisaient l'espace. Puis, donc, la communauté de membres débutants expérimentés, c'est très important pour nous. Là, on est en train de développer aussi notre grille de sélection pour s'assurer que, dans le fond, le site du Grand Potager, les infrastructures, on soit vraiment en train de créer un écosystème diversifié. Pour nous, le choix des projets, c'est très, très important. On veut vraiment des gens de tous horizons, avec des projets variés qui vont permettre de contribuer pour que l'espace en tant que tel devienne un espace de production, oui, mais aussi un espace de démonstration, d'éducation pour la communauté en général. Donc, les citoyens de Verdun sont à la fin, mais sont vraiment aussi, puis les citoyens de Verdun, mais c'est aussi de Montréal, là, ou de l'international si vous venez à Montréal. C'est vraiment un espace où est-ce qu'on veut stimuler ces échanges-là et ce lien-là avec la communauté. Donc, c'est ça. J'avais juste préparé 2-3 slides, là, mais notre convention initiale, en fait, elle a été signée en 2017. C'était une convention de 5 ans. Donc, nous-mêmes, on était un peu c'était vraiment un projet pilote, dans le fond, qui s'est super bien déroulé, mais nous aussi, on est en train de voir c'est quoi le futur du projet. Donc, en ce moment où on se parle, on est vraiment dans une étape cruciale. Comme vous voyez, avec une entente de 5 ans, c'est difficile aussi pour nous de développer une vision qui était vraiment, mettons, fixe et rigide. On était vraiment dans un espace de dynamisme et d'expérimentation nous-mêmes. On était nous-mêmes notre propre incubateur. On ne pouvait pas signer nécessairement des conventions ou des baux de location avec nos membres pour très, très, très longtemps. Mais cette espèce d'entre-deux a vraiment permis à tout le monde d'y aller librement avec s'il y avait envie d'expérimenter. Il y a plein de choses qu'on a gardées, il y a plein de choses qu'on a éliminées. Puis là, on est vraiment prêt pour la suite pour développer ça avec l'arrondissement. Pour voir une petite fourchette de qui sont nos membres, en fait, les OBNL, les coops dans le milieu plus social, communautaire, c'est environ 45 %. Les entreprises et les PME, c'est environ 32 %, puis les projets citoyens, c'est 23 %. Donc, les projets citoyens, c'est les plus difficiles à intégrer, mais pour nous, c'est très, très, très important parce que c'est de là que viennent les bénévoles, c'est de là que vient aussi la discussion, l'animation du site, le dynamisme du site. Donc, d'avoir juste des projets qui sont vraiment concentrés sur leurs choses, pour nous, c'est important d'avoir vraiment une grande diversité. Donc, à chaque année, nous, le site permet d'accueillir environ une vingtaine de membres. Puis là, j'ai répété un peu les espaces et les ressources qui sont partagées. Donc, des salles de production, des espaces de programmation, des espaces collectifs. Ça, c'est les espaces qui sont partagés. Les services, c'est des ressources matérielles comme des équipements ou des ressources techniques, donc accès à des spécialistes qui viennent nous aider à mieux produire. Puis chaque fois qu'on a un spécialiste qui vient, bien, on essaie de le partager avec les autres. Sinon, les événements, je pense que c'est aussi quelque chose que les membres apprécient vraiment, des opportunités de commercialisation qui sont prises en charge par quelqu'un d'autre, mais où est-ce qu'eux, ils ont la possibilité de venir rencontrer leur clientèle. Puis un service de communication, un calendrier de production pour mettre encore plus en valeur nos membres. Je vais te laisser une petite minute, Laurence, pour conclure. Oui, ben en fait, vous l'avez là, je vais vous laisser lire, là, mais je pense que c'est ça. Notre plus grand succès, c'est vraiment l'écosystème collaboratif avec tout le monde. Nous aussi, on a une demande croissante pour tous nos espaces et nos services. On a remarqué que tous les projets qui sont chez nous se sont développés vraiment beaucoup avec des champs à l'extérieur, d'autres projets dans d'autres endroits aussi. Donc, il y a vraiment, on voit que tout ça se développe. Notre partenariat avec l'arrondissement qui va très bien, puis surtout la gouvernance aussi qu'on a beaucoup travaillé pour être représentatif, agile, flexible, bien répondre aux enjeux, bien être à l'écoute aussi des besoins de nos membres. Puis les défis, c'est la gestion collective comme plusieurs projets collectifs. Puis aussi le côté avec l'arrondissement, des fois ça peut être un peu lourd. Puis aussi la financiarisation de notre modèle d'affaires. En ce moment, on est 100% autonome grâce au loyer de tous ces espaces-là. Mais le but, ça serait de se développer tout en maintenant l'accessibilité à ces services-là puis à ces espaces-là. Donc, c'est un peu nos défis.
Merci beaucoup. Un gros merci, Laurence. Vraiment impressionnant, le projet de Grand Potager, là, un aussi grand oasis nourricier et vert qui est à quelques pas seulement du centre-ville. Aller visiter, c'est vraiment impressionnant. On va, dans le fond, là, on a dépassé un petit peu notre heure. On avait dit qu'on terminerait le rendez-vous à 1h30. Par contre, on a commencé un petit peu en retard, fait que c'est sûr qu'on laisse la place pour les questions. Stéphanie, je ne sais pas combien de temps on a pour les questions ou combien de questions tu as, mais je vais laisser la parole à Stéphanie qui va pouvoir poser les questions à nos intervenants et intervenantes. Oui, bonjour tout le monde, puis encore désolé pour les problèmes techniques. On va y aller rondement avec les questions. J'en avais à peu près une pour chaque participant. We'll start with John. John, I think you answered the question about the sustainability of the plant in the chat. So I'll ask you the other question. The question was mainly, with the plant, do you choose the businesses thinking about the circular loop, or do you adapt the loop to the businesses that comes in the plant? We these days we select businesses based on whether or not we think they have good ideas and whether or not we think they have the interest in making the loops work. Initially, we, by economic necessity, took anybody that came, anybody that was willing to locate in a derelict meatpacking plant to produce food. And as the years go by, we're a lot more selective now than we used to be. But the project is, with the exception of a few small city grants, entirely supported by the rents of tenants. Yes. Thank you. La prochaine question était pour Gabriele. Il y avait deux volets, en fait, de deux questions. Je les pose les deux en même temps pour répondre comme tu le souhaites. La première demandait c'est quoi ta définition d'un modèle entrepreneurial prometteur? Et l'autre question, Gabriele, se portait sur des gens que vous accompagnez. Est-ce qu'ils restent tous à Bruxelles à la fin de l'accompagnement ou il y a des enjeux, là, parce qu'il y aurait des enjeux de manque d'espace de production? Gabriele, je ne sais pas si tu as entendu la question, si tu peux répondre. Tu es sur mute, Gabriele. Je ne sais pas si il parle et on ne l'entend pas. C'est ça, je ne le vois pas moi non plus. Mais je peux peut-être passer à la question pour Jean-Philippe. Puis Gabriele, si jamais tu reviens avec nous, ben, tu pourras y répondre. Jean-Philippe, toi aussi une question en deux volets. On se demandait s'il y avait vous aviez à la centrale agricole un pourcentage, un objectif à atteindre en termes d'alimentation des Montréalais et si vous aviez une étude sur la rentabilité de la centrale agricole. Oui, bien, sur la question de la rentabilité, là, on n'a pas beaucoup parlé de nos modèles d'affaires, là, mettons, les quatre organismes. Là, puis nous, dans le fond, I think we do as well as John, that we put our business model in renting to our member. It's quite the same. C'est-à-dire que nous, dans le fond, pour arriver à une viabilité, on charge, en gros, c'est un peu complexe, là, mais on charge un loyer puis des frais de membership. Puis ça permet, là, dans le fond, le loyer, les frais de membership, de couvrir le coût au propriétaire puis d'offrir différents services à nos membres, que ce soit des espaces ou des équipements, réfrigération, congélation, transformation, compostage et autres. Puis on a différentes catégories de membres, membres or qui ont accès au composteur, à la chambre froide, à la chambre congé, membres argent qui n'ont pas besoin du composteur, qui ont juste besoin, c'est-à-dire on a aussi des catégories de frais de membership. Là. Notre structure est assez complexe, mais mettons pour mettre un chiffre sur la table, là, ça coûte environ 10$ le pied carré d'être à la centrale agricole, puis de louer un espace, puis d'utiliser tous les services. Puis à 10$ le pied carré,
On a un plan d'affaires qui nous dit qu'à 30 membres, là, présentement, on est à 15 membres, mais à 30 membres, on atteint pleinement la viabilité économique avec ce nombre-là. Puis qu'en dessous de ça, ben, il faut qu'on ait une partie de subvention qui est notamment là, les différents partenariats qu'on a signés avec Recycle Québec pour l'opérationnalisation du composteur et la cuisine de transformation, avec la Ville de Montréal pour le soutien aux entrepreneurs. C'est-à-dire notre modèle d'affaires présentement est basé sur des revenus autonomes et des subventions, un peu comme sur le modèle de l'économie sociale. Puis plus qu'on va avoir de membres, plus qu'on va être capable de mutualiser nos équipements puis nos infrastructures, puis plus qu'on va atteindre la viabilité économique. Là, c'est-à-dire notre souhait, c'est oui d'être là. Présentement, on est au 1401 Legendre, mais on envisage peut-être aussi gérer d'autres espaces, que ce soit sur toit, dans des bâtiments ou sur sol, parce que souvent, d'avoir une structure tierce qui prend l'entente de location pour après ça sous-louer, parce qu'on s'entend que le gros enjeu majeur de notre structure financière, c'est quand il y a quelqu'un qui loue puis qui quitte. Là, présentement, on loue 60 000 pieds carrés de bâtiments intérieurs. Il y a 150 personnes qui travaillent en permanence à la centrale agricole. S'il y a quelqu'un qui quitte puis que lui, il a 10 000 pieds carrés, ben, c'est la centrale qui doit assumer le loyer de la personne qui quitte. C'est-à-dire que notre modèle est un modèle immobilier là, de location et de sous-location, un peu basé comme le modèle des ateliers d'artistes. Finalement, rapidement, sur la question de combien de Montréalais, là, oui, on pourrait être comme Loufa et dire on nourrit 2% des Montréalais, mais on ne fera pas ça. Nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on veut rendre la nourriture le plus accessible possible à travers l'ensemble de nos membres, dont un de nos membres est la CAPé, qui distribue 30 000 paniers là, par année. Marché antique Cartierville qui a X nombre de milliers de clients. C'est-à-dire on n'a jamais essayé de chiffrer combien de Montréalais on atteint, mais notre souhait, c'est d'en toucher le plus possible, puis pas seulement toucher les plus riches d'entre nous, mais également de trouver différentes stratégies pour aussi nourrir ceux qui en ont besoin ou ceux qui ont plus de difficultés là, financières ou physiques là, d'avoir accès à cette nourriture. Il y avait une sous-question pour toi, Jean-Philippe. Tu as peut-être déjà répondu en partie, mais on te demandait si vous aviez un objectif à long terme de développer des incubateurs pour finalement inclure l'agriculture urbaine dans les systèmes environnementaux et sociaux de la ville et comme partie intégrale de l'organisation spatiale de la ville et de la vie des citoyens. Oui, ça doit être une question de maîtrise ou de doctorat, là, avec un point. Mais si je comprends bien, dans le fond, nous, la centrale, pour l'instant, on a beaucoup de demandes, que ce soit d'autres arrondissements, de d'autres villes qui veulent des centrales agricoles. Hey, on aime ça, c'est le fun, c'est un modèle. Pour l'instant, on consolide le modèle. On verra après ça. Il y a plein d'autres tests qui se font. Laurence a fait des tests, Gabrielle en fait, John en fait. Il y a justement, comme je vous parlais tantôt, il y a le motel agricole des Basques dans le Bas-Saint-Laurent qui mène des projets, la plateforme agricole de l'Ange-Gardien. Il y a plein de projets qui se font un peu partout. Puis là, on essaie de trouver des modèles, dans le fond, le plus viable possible. Notre souhait, ça ne va pas être d'être partout au Québec pour essayer de Big Brother. Ce n'est pas ça. Notre souhait, c'est de développer un modèle qui fonctionne, puis qu'après ça, il soit adapté aux différentes sauces régionales ou sous-régionales. On n'exclut pas l'idée de chapeauter d'autres sites quand ça va être stratégique de le faire, mais pour l'instant, on se limite au 1401. Legendre, présentement, on occupe 60 000 pieds carrés de bâtiment. En tout, il y en a 200, c'est-à-dire qu'il nous en reste encore 140 000 là, à coloniser, c'est-à-dire on a ça à faire. C'est pas comme on en parlait tantôt, ce n'est pas les demandes qui le problème, c'est la disponibilité là, du propriétaire de signer des ententes pour nous libérer ces locaux-là là, dans les délais impartis. Parce que, un peu comme John, notre bâtiment, c'est un ancien bâtiment de quartier de la mode où il y avait des équipements de couture vraiment lourds, puis il faut tout stripper, il faut tout arranger. Ça prend du temps de remettre les locaux en disponibilité, puis on attend ces travaux-là pour récupérer d'autres locaux.
Ben, je pense que ça complète les questions qu'on avait pour notre panel, que je remercie encore beaucoup. Gabriele, je ne pense pas qu'il soit revenu, là. Sinon, Gabriele, fais-nous signe si tu es de retour et que tu souhaites répondre aux questions. Mais sinon, je le remercie comme je remercie... Il est là, Stéphanie. Ah, il est là. Désolé, je pense que j'étais éjecté, je ne sais pas pourquoi, donc je suis de retour. Est-ce que tu as entendu quand j'ai posé les questions qui étaient Non, adressées? non, Non, OK. Alors, non. je résume. Il y avait une première question où on te demandait de définir ce que tu considérais comme un modèle entrepreneurial prometteur. Et il y avait une autre question qui voulait savoir si les gens que vous accompagnez restent à Bruxelles une fois que l'accompagnement est terminé ou puis je pense que la sous-question là-dedans, c'est est-ce qu'il manque d'espace là, pour les lieux de production? Alors, oui, j'ai vu passer les questions sur le chat et je pense que c'est difficile de répondre de manière complète à la question du modèle entrepreneurial. Disons que on considère un modèle entrepreneurial prometteur, ça veut dire qu'il y a les compétences de la part de la personne qui porte le projet à savoir cultiver, d'une part, donc être un producteur ou une productrice, et à être capable de gérer les aspects qui sont liés à la vente, à la commercialisation, à la logistique et tout ça. Et donc trouver un bon équilibre entre le modèle agricole, donc les aspects techniques, et les choix commerciaux. Et donc le modèle qu'on souhaite mettre en place, voilà, un CSA, c'est un groupe d'achat, si c'est de l'autocueillette, si c'est voilà, voilà, peu importe en fait que la personne puisse montrer qu'elle est en équilibre, elle est capable de soutenir les choix qu'il est en train de prendre et que cela, ça va amener à une viabilité économique. Donc en général, on est sur du maraîchage sur petite surface, en vente directe, en circuit court, avec éventuellement des activités complémentaires à la production qui sont l'accueil du public, la sensibilisation, les ateliers, la formation, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour que ça soit viable. Et puis pour répondre à la question de est-ce que les gens s'installent à Bruxelles, pour l'instant, une bonne partie, oui. Donc parmi les gens qui se testent, il y a une bonne moitié qui est indépendant, agriculteur indépendant. Et dans cette moitié des gens qui se sont installés à l'issue du test d'activité, je dirais que 2 tiers restent à Bruxelles et un tiers part dans des zones, entre guillemets, ruraux. La question de l'accès à la terre à Bruxelles est très, très compliquée. Donc, c'est pour ça qu'on travaille de manière stricte avec Terre en Vue, qui est une SBL, une fondation et une coopérative qui fait un travail de recherche de terres, d'achat des terres et de faciliter la recherche des terres pour les agriculteurs en recherche de terre, justement. Voilà, donc c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'aussi l'administration publique bruxelloise qui soutient les projets agricoles sont aussi conscients qu'il faut raisonner dans une logique interrégionale, un truc qui n'est pas simple en Belgique, qui a un système et une architecture politique et administrative assez complexe et cloisonnée dans les régions. Donc c'est un sacré défi. J'espère d'avoir répondu aux questions. Oui, je pense très bien. Donc, je pense que ça clôt ce webinaire. Je voulais remercier Camille pour l'animation impeccable de cet événement-là. Thank you, John, for all that you shared with us. It was really interesting. Merci à Jean-Philippe, merci à Laurence, puis merci à tous ceux qui ont participé à l'événement, qui y ont assisté. Je vous rappelle qu'il devrait être disponible en rediffusion. Là, on vous tiendra informé de sa rediffusion pour ceux qui s'intéressent. Et puis, je glisse un mot en terminant sur le prochain webinaire des rendez-vous agri-urbains qui va avoir lieu le 23 février, qui va être animé par Pierre Ollier du Centre de recherche en agriculture urbaine à Bruxelles et qui va porter sur l'aquaponie. Je pense qu'on va nous faire une espèce d'état des lieux là, suite à un sondage qui a été mené auprès de différentes entreprises. Donc, des différents modèles, puis des réussites et des défis de ce secteur-là de l'aquaponie en Europe. Alors, merci beaucoup tout le monde. Thank you, John, again.